Écoute, on va démarrer. C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue en tout cas sur ce webinaire qui a plus un format d'échange en direct, hein, comme vient de le préciser Marine. On est ravis puisque nous, c'est déjà notre sixième émission, entre guillemets, euh, qu'on organise depuis le début du confinement. Nous, en fait, Emera, on est un accélérateur de start-up qui a été créé par des entrepreneurs il y a 4 ans à Bordeaux. On accompagne les jeunes startups dans leur croissance et on opère cet accélérateur depuis un espace de coworking que l'on gère, qui est la Halle Emera. Donc voilà, on organise régulièrement des événements et beaucoup de contenu autour de l'innovation, des startups et, euh, et voilà, on va dire de l'écosystème digital. Et en fait, pour nous, ce confinement, c'était aussi une opportunité de prendre la parole avec des personnes qui ne peuvent pas toujours se rendre sur place à nos événements qu'on organise en physique. Donc voilà, en quelques chiffres, notre écosystème. Nous, on a aujourd'hui accompagné à peu près 25 startups. On est accompagné d'une série de partenaires et de mentors qui sont des entrepreneurs du coin. On a à peu près 3500 mètres carrés d'espace de coworking. On fait aussi beaucoup d'événements avec 700 mètres carrés d'espace événementiel sur Bordeaux en 2 espaces. Voilà une petite photo de groupe. Et d'ailleurs, vous pouvez voir Marine au milieu. Donc ça, c'était voilà un de nos fameux apéros où justement on aime bien rassembler tout le monde, les startups, pour partager les bonnes pratiques, les retours d'expérience, puisque Emera vraiment a été conçu sur cette base-là, le retour d'expérience, le partager le vécu. Et voilà, on organise de temps en temps des petits apéros comme ça avec nos mentors, nos partenaires et nos startups, dont Marine d'ailleurs fait partie, enfin Lucine, l'entreprise de Marine fait partie. Euh, du coup, comme je vous l'ai dit, depuis maintenant pour la 4e semaine, on organise des webinaires à fréquence de 2 webinaires par semaine. On a tous ces webinaires qui sont à disposition sur notre page Facebook, sur une playlist qui s'appelle Webinaire Emera. Je vous partagerai le lien dans le chat un peu plus tard. Et il faut savoir qu'on organise, on a été, on va dire, beaucoup sollicité par des instituts de formation, des entreprises, pour justement les accompagner sur les façons de télétravailler et l'organisation d'événements en ligne. Donc, c'est de l'événementiel en ligne, hein, clairement. Et, euh, et du coup, on commence à avoir voilà, plusieurs modules de formation qui sont assez intéressants. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous êtes intéressé. Voilà, on commence à déployer pas mal sur ce type de produit. Et voilà, si vous n'avez pas encore été à la Alémera, voilà, je vous donne l'opportunité de voir un petit peu ce à quoi ça ressemble, une ancienne usine d'embouteillage. Et du coup, je vais passer la main maintenant à notre intervenante. Marine, du coup, tu es avec nous? Oui, 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 je suis Bon, bien là. ça va? Ça va très bien, ça va très très bien. Tu es dans des bonnes conditions de télétravail? Ouais, ouais, c'est bon. Comme je disais tout à l'heure, j'ai tout déconnecté pour que ça puisse être fluide. Le chien est à l'étage. Logiquement, ça devrait le faire. Bon, écoute, super. Je vais te laisser la main. Juste avant de te passer le micro, je voulais rappeler aux participants justement de prendre part au sondage qui est en cours. On voit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50% des votants, donc avec une majorité de profils dans le commercial et la partie direction de l'entreprise. Et enfin, 67% des participants au webinaire sont extrêmement impactés par la crise du Covid. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as accès aux résultats, je vais te les partager dans tous les cas. Bien, merci beaucoup. Voilà. Du coup, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de faire ce webinaire aujourd'hui. C'est ma manière à moi de contribuer humblement à s'entraider, parce que je pense que c'est très important quand on n'a pas vécu de crise sanitaire depuis un siècle et que ça impacte autant d'entrepreneurs, de monde de fonctionnement ou de réflexion. Il est très important, à mon sens, de prendre du temps pour partager son expérience. Je ne sais pas si la mienne est bonne ou pas bonne. Mon objectif, c'est de répondre à vos questions, c'est de vous partager les actions qu'on a mises en place dans l'entreprise et en toute humilité, pouvoir, je l'espère, vous aider un petit peu. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Marine Cotier-Sous. Je suis donc
la fondatrice et la CEO d'une entreprise qui s'appelle Lucine. Je suis également membre du Conseil national du numérique et je suis en charge de tout ce qui est numérique et santé. C'est pas mal d'actualité en ce moment. Lucine est donc une entreprise bordelaise qui a 3 ans d'existence, qui est spécialisée dans la fabrication de digital therapeutics, donc qui sont des thérapies numériques spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique. Aujourd'hui, donc, on est une jeune entreprise innovante, composée de 34 personnes, avec une équipe très interdisciplinaire, en fait, de disciplines très, très différentes. On a en gros 3 pôles principaux dans notre société. On va avoir un pôle qui est composé plutôt de scientifiques, donc des gens qui sont issus des neurosciences, qui sont issus de la sociologie, de l'anthropologie ou de la psychologie. On a un pôle qui est plutôt axé sur tout ce qui est développement, donc développeurs et data scientists. Et puis, on a un pôle qui est plutôt un pôle de créa, donc avec des designers 2D, 3D, sonore, game designer. Donc, vraiment, vous voyez 3 pôles d'univers très, très, très différents et qui, pourtant, dans notre entreprise, doivent travailler ensemble pour réussir à produire nos solutions. Et puis, bien évidemment, on a une partie qui est une partie support administrative et commerciale, comme dans toute entreprise. Et là aussi, c'est très lié aux personnes qui nous permettent aujourd'hui de mettre des produits sur le marché. Je tiens à dire, avant de démarrer peut-être sur les différentes questions, que le télétravail n'était pas forcément une habitude chez nous. En fait, le télétravail est quelque chose qu'on avait mis en place dans l'année 2019 parce que réglementairement, ça nous avait été demandé. Mais au final, on avait assez peu de personnes en télétravail. On avait entre 25 à 30% de notre effectif qui était en télétravail 1 jour par semaine. Donc, c'était assez allégé. Pourquoi ? Parce que beaucoup des informations ou des éléments qui étaient traités par nos membres d'équipe étaient des informations dites sensibles, donc compliquées à mettre en télétravail. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne voyait pas comment faire pour permettre à nos équipes de travailler de manière interdisciplinaire, comme ça l'est aujourd'hui. Du coup, effectivement, le troisième élément était purement matériel, parce que déjà, c'est un coût de le télétravail. Et deuxième élément surtout, c'est qu'on avait une partie, nos développeurs, par exemple, et nos data scientists, travaillent sur des machines fixes, en fait. Qui étaient plus performantes et stables que des machines PC portables. Donc, pour toutes ces raisons-là, on n'était pas une entreprise ultra TT, ultra télétravail avant la crise du coronavirus. Donc ça, c'est un peu nos contraintes de base. C'est pour ça que je me permets de décrire un peu l'entreprise avant le coronavirus. Ce que je vous propose, du coup, c'est peut-être de démarrer par vos questions et au-delà des questions, peut-être faire un petit propos introductif sur comment on a fait en fait, comment intellectuellement on s'est positionné. Donc vraiment 2-3 minutes, puis après privilégier l'échange. Est-ce que ça vous convient tous si on fait ça ? C'est-à-dire, je prends 2-3 minutes un petit peu pour vous expliquer, et puis ensuite on part sur les questions-réponses ? Ok, j'ai un yes, j'ai un ok, yes. J'ai un parfait, donc on va y aller. Du coup, effectivement, en fait, lorsque la crise coronavirus s'est enclenchée, tout a été très vite en réalité. Nous, on a commencé à sentir que ça puait première semaine de mars. Première semaine de mars, on s'est dit, à partir du 10 mars, on s'est dit que là, franchement, ça commençait à devenir un peu tendu. Et qu'il va falloir qu'on réfléchisse à une manière de faire. En fait, au départ, c'est assez drôle parce qu'au démarrage, on s'est réunis avec les membres du COMEX, avec l'ARH, et on s'est interrogé sur comment on allait sécuriser. En fait, on n'était pas du tout parti dans un objectif de télétravail, mais dans un objectif, si jamais Bordeaux devient un cluster, vous voyez, on était dans cette image-là, si jamais on passe en stade 3, comment est-ce qu'on peut organiser l'entreprise physiquement pour respecter les gestes barrières et protéger nos collaborateurs. Ça a été notre première réflexion qui a duré 1h30. On avait fait tout un système, on avait tout écrit, etc. Et en fait, le deuxième jour, l'équipe, donc j'ai monté cette entreprise avec 2 cofondateurs, on s'est tous les 3 dit, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant parce qu'en plus, chez Lucine, comme je vous ai expliqué, on travaille sur la douleur chronique. Et on a un peu plus de 30% de notre effectif qui est considéré comme des personnes à risque, c'est-à-dire qui souffrent de pathologies chroniques, qui sont considérées par rapport au coronavirus comme des personnes à risque. Et en fait, face à ce constat-là, on s'est dit, c'est pas sérieux.
On ne peut pas protéger nos collaborateurs en mettant en place les gestes barrières dans l'entreprise, il faut qu'on fasse plus. Et on a commencé à s'interroger sur si on passe 100% de l'entreprise en télétravail, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a commencé à s'interroger sur c'est quoi le risque? Combien de temps va durer le confinement? Nous, on avait considéré que le confinement pouvait durer jusqu'à mi-mai. Si le confinement dure jusqu'à mi-mai et qu'on est tous en télétravail, on a identifié les plus gros risques en fait sur la santé financière de la société, sur la production de notre produit et le retard potentiel qu'on pouvait prendre. On a vraiment essayé d'abord de travailler les risques de la société. Une fois qu'on a identifié ces risques, c'est est-ce que ce sont des risques qui sont considérés comme vitaux, c'est-à-dire qui vont nous entraîner une liquidation judiciaire, ou est-ce que ce sont des risques qui sont chiants mais pas vitaux? Donc du coup, effectivement, on a classé ces risques-là et à chaque fois en face, on a mis des actions en fait. Des actions potentielles qui sont, quand c'est un risque vital, appeler nos actionnaires, qui sont effectivement anticiper en fait cet élément-là. Et ça, on l'a fait sur la semaine du 10. Une fois qu'on a réalisé ça, on pensait très honnêtement que le stade 3 passerait le mercredi 19. Et comme vous le savez, il est arrivé le lundi. Donc, dès qu'on a vu le dimanche soir qu'on passait en stade 3 dès le lundi et que du coup, le confinement serait mis en place dès le mardi, on a en fait organisé l'entreprise assez rapidement et je vous avoue que je suis très fière à la fois de mes équipes COMEX, donc composées des différents managers qui ont vraiment été parfaits pendant cette période et en même temps de mes collaborateurs qui ont même chose été parfaits. Et en fait, la transformation de la société s'est faite en 2 jours. Donc, c'est-à-dire que le lundi matin, on est arrivé, on a fait une espèce de cellule de crise entre les membres du COMEX, donc qui sont composés de 4 personnes, les 3 managers des 3 principaux pôles et la RH, et ensuite les 3 cofondateurs, moi inclus dedans, bien sûr, dans lequel on a tout de suite mis, voilà, les risques, on les connaît, et on a identifié comment les résoudre. On est dans une période de confinement où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas montrer qu'on est désorganisé. Au contraire, je vous avoue qu'on a pris une position assez militaire en fait. On s'est dit qu'il faut que les choses soient intransparentes dans les informations. Il faut dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et la deuxième chose, il faut aussi être très militaire, c'est-à-dire qu'il faut être organisé et structuré. Et on s'est dit qu'en apportant de la transparence et de la structure, on allait pouvoir faire passer cette transformation dans les meilleures conditions possibles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur ces 2 premières heures? En fait, on a divisé l'équipe en 2. Il y a une partie de l'équipe qui a travaillé sur les premiers 15 jours, sur quoi doivent travailler chaque personne de mon équipe. Donc, en fait, ils ont rédigé un petit document sur c'est quoi les livrables, comment tu vas faire à domicile, c'est quoi les difficultés principales et l'organisation de l'équipe. Donc, ils ont pendant 1 heure travaillé sur un document par personne. D'un autre côté, il y avait une autre partie de l'équipe qui a travaillé sur un document qu'on va vous partager juste après, qu'on va lire ensemble, qui était plus la partie RH, la partie sociale, c'est-à-dire donner des informations transparentes, identifier, nous, ce qui nous paraissait dangereux et commencer à mettre en place des règles pour le télétravail. Une fois qu'on a fait ça, on a mis en place une espèce de chaîne avec notre responsable des systèmes d'information où en fait, on a d'abord commencé par toutes les personnes qui avaient un PC portable. Toutes les personnes qui avaient un PC portable, en gros, il y avait une chaîne vraiment un peu comme à l'armée, hein, je suis désolée de dire ça comme ça, mais ils allaient voir le RSI avec leur PC. Une fois qu'ils étaient avec le RSI vérifiait que tous les éléments de sécurité étaient en place, que tous les outils de télétravail, on utilise Teams, Trello, boîte mail, Outlook, tout fonctionnait, que chaque personne savait utiliser les outils. Ensuite, il y avait une feuille que les gens signaient de voilà les outils que je récupère, mon ordinateur, mon chargeur, une chaise potentiellement, un bureau parce que j'en ai pas chez moi. Donc, on récupérait tout ça. Les personnes ensuite passaient à la RH. Sur la RH, ils donnaient leur nom, leur prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone. On posait quelques questions pour savoir s'ils vivaient seuls, s'ils étaient atteints d'une pathologie chronique, pour s'assurer effectivement de ça. Bien sûr, c'était à leur disposition. S'ils n'avaient pas envie de répondre à ces questions, ils pouvaient ne pas y répondre. Et associé à ça, ensuite, on leur faisait signer le document d'autorisation de télétravail dans cette période de confinement. Et enfin, la dernière étape sur cette chaîne, c'est qu'ils avaient un point individuel avec leur manager, du coup, pour prendre, donc voilà sur les 2 prochaines semaines, ton livrable, ça va être ça, est-ce que c'est clair pour toi? On va regarder les outils ensemble, voilà ce que tu vas devoir faire. Et en fait, il y avait une explication de la mission à réaliser sur les 15 premiers jours. Une fois que toute cette chaîne était passée, ça c'était la côté facile, c'est-à-dire c'était les ordinateurs portables.
Et ensuite, on avait 8 ordinateurs fixes. Et donc là, on s'est retrouvé avec 2 catégories de population. 4, en gros, on a trouvé des ordinateurs portables suffisamment puissants dans nos stocks pour leur permettre de tout réinstaller, en fait, l'univers de développement pour partir avec. Donc, ils ont fait la même chaîne. C'est juste qu'avec le RSI, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait reprogrammer, reformater l'ordinateur. Et pour ceux c'est qui c'était pas possible, eh bien, c'est très simple. Le lendemain, vu qu'on avait encore le droit de se déplacer, vous savez, sur la matinée, de 9h à midi, eh bien, en fait, les cofondateurs et le RSI, on est allé les livrer et les installer chez les gens. Et du coup, s'assurer que tout fonctionnait. Et sur la première journée, du coup, une fois que tout le monde avait fait les papiers, savait ce qu'il devait faire, etc., on a fait un point collectif pour répondre à toutes leurs questions, pour lire un document, du coup, que je vais lire avec vous juste après. Et puis vous partagez, bien sûr, vous pourrez reprendre le modèle si vous voulez. Et surtout, au-delà de répondre à toutes leurs questions, en fait, on a fait ça un peu de manière positive, c'est-à-dire qu'une fois que moi, je faisais un peu le chef d'orchestre, je disais alors, tu as récupéré ça, c'est bon, ça, t'as tout, oui, j'ai tout, c'est clair sur tes missions, oui, c'est clair sur mes missions. Est-ce que tu as des appréhensions, des choses à me partager? Non, c'est clair, c'est bon, tu peux partir en télétravail. Et en fait, tout le monde applaudissait pour rendre la chose un petit peu moins anxiogène, je dirais. Voilà, et une fois que tout le monde est parti, du coup, le lendemain, on a fait nos livraisons. L'après-midi, on a nettoyé l'entreprise de fond en comble vu qu'il n'y avait personne. On a tout déconnecté et on a fermé la société et tout le monde est parti en télétravail. Voilà un peu comment on a fait en 48 heures. C'est assez, c'est très condensé, quoi, hein. Là, pour le coup, les décisions ont dû être assez rapides, certaines difficiles à prendre aussi, j'imagine. Mais en fait, ce que je peux indiquer dans la position, étonnamment, le lundi et le mardi se sont très très bien passés parce que je pense que tout le monde avait la bonne attitude. Une attitude de calme, une attitude de transparence dans la communication, dire je sais pas, j'y ai pas pensé. En fait, il y a vraiment cette notion en fait de point de vue direction et point de vue manager, on n'est pas des super-héros et on n'a pas de référentiel pour savoir comment faire. Donc en fait, on fait ce qu'on peut. Et je pense que, alors je prends les questions en même temps, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'effectivement, ça nous a beaucoup aidé. Et surtout, je pense qu'on s'était préparé depuis une semaine intellectuellement, en fait. Intellectuellement, on a mis du temps. Hein. Au début, on ne voulait pas passer en 100% TT, on voulait plutôt mettre des gestes barrières. Vous voyez, même si ça a été rapide une semaine, en réalité, on a maturé notre décision au fur et à mesure, ce qui fait que le lundi, c'était comme une évidence, en fait, quelque part, pour la décision qui a été prise. Pour du coup répondre à la première question, le télétravail a été bien accepté par les collaborateurs. La réponse est majoritairement oui, pour plusieurs raisons. Je vous propose, est-ce que tu peux leur partager le document? Oui, bien sûr. Vous allez comprendre pourquoi. La première chose, c'est que dans nos équipes, il a été bien accepté pour 3 raisons. La première raison, c'est que dans nos équipes, on a des métiers qui, avant d'intégrer Lucine, étaient auto-entrepreneurs et donc télétravaillaient. Donc, pour certains, effectivement, c'était assez naturel. Pour d'autres, ce n'était pas forcément naturel, mais c'était quelque chose qu'ils souhaitaient expérimenter beaucoup plus et que c'était vraiment une demande. Donc, du coup, pour cela aussi, ça représente ceux qui étaient attirés par le télétravail ou qui connaissaient le télétravail, je pense 50% de l'effectif de Lucine. 50% de l'autre, il n'y avait pas forcément une appréhension, mais il y avait un « je ne connais pas » en fait. Donc, la raison, à mon avis, pour laquelle ça a bien été accepté, c'est parce que dès le départ, on s'est positionné sur je ne connais pas, ça veut dire quoi? Donc, on a essayé de les accompagner. Je te propose de passer, je parlerai de cette partie, la mesure RH face au coronavirus, qui est plus sur la transparence des informations, sur les grands principes. Donc, et ces grands principes-là, on a essayé en fait de à la fois positionner des règles minimales, mais en même temps laisser une autonomie en fait, ne pas être trop dans la rigidité. Donc, les grands principes qu'on a partagés à nos collaborateurs, c'est les principes qui nous guident déjà. Le respect des directives du gouvernement et je m'adapte à la situation de la région dans laquelle je vis ou travaille. C'est important de le rappeler. Le deuxième élément, je respecte les mesures d'hygiène et de confinement édictées par les autorités. Le troisième élément, Lucine me fait confiance pour prendre en conscience les décisions à même de me protéger, de protéger les autres. Et je fais preuve de bon sens. Je discute avec mon manager si j'ai des doutes sur la marche à suivre. Ça, c'est la première chose qui est un peu un élément de principe, mais qui nous semblait important. Le deuxième élément, c'est 100% de la société en télétravail. En pratique, ça veut dire quoi? Et ça, c'est les petites règles qu'on a mis en place pour essayer effectivement
de les accompagner vers une acceptation du télétravail. La première règle, c'est je m'installe un espace dédié pour travailler chez moi. Donc, c'est la raison pour laquelle il y en a certains qui sont partis avec des tables, avec des chaises. On en a livré certains parce qu'ils n'avaient pas de quoi transposer ça. Il y en a d'autres qui ont décidé de quitter Bordeaux et de retourner dans leur famille pour effectivement pouvoir s'organiser un espace de travail dans les meilleures conditions qu'il était possible de faire. Le deuxième élément, c'est j'inaugure une routine de travail incluant mon heure d'embauche, mes pauses et ma débauche. C'était important pour ceux qui ne connaissaient pas le télétravail de dire qu'il faut avoir le même rythme que dans la vie physique pour éviter de se laisser submerger par cette notion de télétravail qui implique un équilibre entre la vie pro et la vie perso qui est compliqué. Le troisième point, c'est je m'habille entièrement chaque jour avant de débuter mon travail. Alors, ça a été une très belle blague, mais on leur a expliqué que les 15 prochains jours, il n'y aurait pas de problème, les 15 premiers jours, mais si le confinement était amené à durer, honnêtement, tout le monde va être tenté de travailler en robe de chambre ou depuis son lit. C'est une réalité, il faut le dire, et il faut indiquer que malheureusement, ça se voit en fait, même si on ne le voit pas physiquement à la cam, ça se voit dans les échanges, dans les mails, dans les temps de réponse, ça impacte vraiment le travail et c'est pas bon même pour le mental. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait la petite blague de s'il vous plaît, en fait, ne vous habillez pas qu'en haut et rien en bas ou en jogging et tongs en bas. Vraiment, faites l'effort d'aller au travail, de vous habiller pour aller au travail. Ensuite, je fais 7 heures par jour. Là, c'est des éléments juridiques, c'est leur rappeler que télétravail ne veut pas dire heures supplémentaires et plus de 35 heures. C'est pour éviter des dérives qui peuvent avoir lieu, d'avoir des gens qui font des heures supplémentaires et qui, du coup, peuvent potentiellement faire un turnover, un burn-out parce que la charge devient trop importante, en fait. Donc, on a rappelé que télétravail ne veut pas dire, ne veut pas dire faire des heures supplémentaires parce que je suis à la maison. Je ne fais pas d'heures supplémentaires. Ensuite, j'embauche chaque jour à 9 heures. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans la vie de Lucine, on a un règlement intérieur sur les heures d'embauche et de débauche assez flexible. Chez Lucine, vous pouvez en fait embaucher entre 8 heures et 10 heures et vous pouvez débaucher, du coup, c'est entre 18 heures et 20 heures et organiser votre journée comme vous voulez. Là, c'est la première fois qu'on a imposé une heure d'embauche à 9 heures parce qu'en fait, on réalise les stand-up à 9 heures pour que tout le monde démarre en même temps et nous permettre de garantir deux choses. La première, c'est une connexion entre les équipes. Ça, c'est la première chose. Si on commence tous en même temps, on mange quasiment tous en même temps. Donc, du coup, on arrive à avoir une vie d'équipe. Et la deuxième chose, c'est une facilité en fait en termes d'organisation de travail pour les managers. Parce que je vous rappelle que le burn-out, c'est les collaborateurs potentiellement, mais ça peut être les managers aussi dans ce genre de situation. Donc, il faut aussi leur apporter du soutien dans l'organisation. Et on a indiqué que la débauche devait être maximum à 18 heures. Ça, c'est la même chose pour éviter les heures sup. Donc, embaucher, on a expliqué ce que ça voulait dire, à savoir être connecté sur Teams, parce que c'est l'outil qu'on a choisi. Travailler, ça veut dire être sur Teams aussi. C'est juste pour que ça soit clair pour tout le monde en termes de définition. Ensuite, on a rappelé des règles un peu de bon sens, mais qui sont importantes. Je fais attention à mon écriture. Tout ce qui se passe d'habitude par la voix, le regard, le sourire, doit passer dans vos mails, Teams et autres outils numériques. Pour éviter les quiproquos, les surinterprétations. C'est très important. Même chose, sur les 2 premières semaines, ça n'a pas d'impact. Mais quand le télétravail dure 1 mois et demi, l'humain, le fait d'être enfermé, le fait de ne pas pouvoir faire de sport comme on veut, tout ça, ça impacte. Il faut faire attention. Je dis bonjour quand j'embauche. Je dis quand je vais, pardon, il y a des petites fautes, je suis désolée d'orthographe. Je dis quand je vais en pause et quand je vais manger et que je dis au revoir. On voulait en fait conserver un minimum de politesse. C'est pas parce qu'on est en numérique qu'on ne dit pas bonjour. Et 2, justement, une interaction entre les équipes. Et donc, sur Teams, il y a un canal dans lequel tout le monde se dit bonjour, tout le monde dit quand il va manger et tout le monde dit au revoir. Et ça, c'est très apprécié par les collaborateurs. Ensuite, on a appelé à hiérarchiser les moyens de communication. Si urgent et important, on envoie un SMS et puis dès que la personne est disponible, elle rappelle. Sinon, on privilégie les mails et la visioconférence. Ça, c'était pour éviter que les managers se retrouvent surchargés d'appels. Ensuite, je travaille uniquement sur la box. C'est que nous, on a, pour sécuriser, en fait, on a une box cryptée et sécurisée qui nous permettent de mettre des documents et de travailler dessus. C'est pour éviter d'avoir des documents en local, en fait, directement sur les machines, parce que si la machine plante ou quoi que ce soit, en télétravail, ça peut être compliqué, alors que là, on a en fait des outils numériques nous permettant d'avoir accès aux documents des gens.
L'ensemble des stand-up, donc qui sont des points réalisés chaque matin de 5 minutes, doit être réalisé en visioconférence dans la mesure des moyens techniques. Parce qu'en fait, au début du confinement, tout le monde n'avait pas une webcam. Maintenant, c'est bon, on a envoyé des webcams à tout le monde. Donc, on peut effectivement faire ces stand-up en visioconférence. Je fais maximum 3 réunions collectives en visioconférence par jour pour minimiser la charge mentale. Alors ça, c'est très important. En fait, pendant le week-end, où j'ai senti que le confinement, ça a pué du cucu, du coup, j'ai fait des recherches sur la charge mentale que pouvait créer le télétravail et les outils de visioconférence. Et la première règle que j'ai trouvée, c'était de limiter le nombre de visioconférences et le temps dans une journée, parce que tout simplement, la concentration mentale nécessaire pour faire une visio est beaucoup plus importante qu'en vrai. Et si on dépasse un certain nombre de réunions ou de temps, en fait, même chose, vous avez un risque de burn-out qui peut être très rapide, en fait, qui peut être en 2-3 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on les a limités. Pour assurer la bonne continuité de l'activité, merci de partager le numéro de téléphone auprès de Chloé, qui est notre RH, et on indique que l'entreprise se réserve le droit d'en faire usage sur les horaires de télétravail. Ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Je te laisse passer la feuille suivante. Il y a la petite fin là-dessus. La règle est de rester chez vous. Cela signifie, parce qu'en fait, au début du confinement, certains collaborateurs considéraient que Bordeaux n'était pas encore une zone tout à fait à risque. Donc, peut-être on pouvait avoir des dérogations. Donc, on a juste rappelé, je ne le lis pas, mais que non. Voilà, il n'y avait pas de dérogation, tout le monde passait 100% télétravail. Juste pour vous indiquer, avant d'aller sur la partie isolement social, aujourd'hui, ça fait bientôt 1 mois qu'on est en télétravail. On a réalisé un sondage auprès de 100% de nos collaborateurs. Sondage très positif, vu que l'outil Teams est valorisé à plus de 4,75 sur 5 comme étant un bon outil pour le télétravail depuis le début du confinement. 86% de nos collaborateurs se sentent bien, voire très bien. On a 5 personnes pour qui c'est difficile et les raisons principales de la difficulté sont des personnes soit qui ont des enfants et pour qui c'est compliqué de trouver un juste équilibre entre le perso et le pro en télétravail, soit qui ont des bugs avec leur Wi-Fi. Principalement, c'est ça. Pour eux, ils considèrent à plus de 95% que leurs missions sont très claires et que ça n'a pas, le télétravail n'a pas eu d'impact, le confinement n'a pas eu d'impact sur la réalisation de leurs missions. 100% considèrent qu'ils se trouvent aussi connectés avec leur manager qu'avant. 95% se considèrent comme aussi connectés avec leurs équipes qu'avant, avec leurs collaborateurs avec qui ils travaillent qu'avant. Donc, on a des résultats qui sont très, très bons. Aujourd'hui, ce qui nous reste à travailler, c'est effectivement la limite entre vie perso et vie pro. Et donc, on est en train de travailler actuellement. L'isolement social, je vous en parlerai, qu'on a voulu prendre en considération dès le début du confinement parce que plusieurs de nos collaborateurs vivaient seuls ou dans des petits appartements. Et le dernier élément, c'est qu'il y a encore trop de visio. Donc là, on va tester du coup une nouvelle règle sur la visioconférence pour essayer effectivement de diminuer la charge de visio sur le télétravail. Voilà. Voilà, je dirais le petit propos introductif sur comment on a fait. C'est vraiment hyper complet, surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà dans la 4e semaine de confinement, donc tu as pu mesurer l'impact. Et ça, justement, voilà, on avait eu d'ailleurs une question là-dessus, c'était comment tu mesures, en fait, as-tu mesuré la satisfaction de ton équipe? Ça, c'était hyper intéressant. Ouais. Tout à fait, et effectivement, sur la notion de satisfaction, on la mesure. On l'a mesurée la semaine dernière, on la mesure toutes les 2 semaines maintenant. Donc ça, c'est important. Et puis, dans cette notion de satisfaction, pour moi, c'est très proche de l'isolement social. On a une autre manière de le mesurer, c'est-à-dire qu'on appelle en fait de manière aléatoire 3 collaborateurs par semaine, donc nous cofondateurs, pour savoir comment ça va, en fait. Prendre un quart d'heure avec eux de discussion et savoir comment ça va. L'outil qui est utilisé, alors avant j'utilisais Google Forms, mais du coup maintenant je passe par la même chose mais de Microsoft. Donc c'est un outil qui est public, qui coûte rien et qui permet effectivement de faire des réponses qui sont anonymisées. C'est très important de faire des questionnaires en anonymisé, notamment si vous ne faites pas que des réponses à choix multiples. Moi je leur avais demandé aussi des temps d'expression. Si vous voulez avoir vraiment ce qu'ils ressentent, c'est hyper important de les anonymiser pour avoir ces éléments-là. Donc, on mesure la satisfaction comme ça. On mesure la satisfaction également
comme je vous disais, en appelant 3 collaborateurs au hasard par semaine pour identifier comment ça va. Et au téléphone, c'est-à-dire là, c'est pas en visio parce qu'en fait, le téléphone permet plus de proximité en réalité que la visio. Dans le téléphone, à un moment donné, on se confie plus qu'en visioconférence. Donc ça, c'est important quand on veut parler d'éléments plus personnels. Et l'autre chose, effectivement, c'est qu'on a mis en place aussi des actions de prévention de l'isolement social. C'était important pour nous parce que, rappelez-vous, au début du confinement, le 16 mars dernier, le gouvernement n'avait rien prévu en fait sur l'isolement social. Il n'y avait pas de numéro vert pour appeler si j'allais pas bien. Rien n'était prévu. Et en fait, nous, on savait qu'on avait des personnes qui ne vivaient pas dans des conditions optimales. Et en gros, ça nous faisait peur, quoi. Et on a considéré que c'était à l'entreprise de se charger de ça à son niveau. Donc, on a mis en place, on a démarré cette semaine, parce qu'on n'a pas tout mis en place d'un coup. C'est aussi pour pouvoir mettre des petites actions chaque semaine en place. C'est important pour garder la dynamique. Typiquement, on a commencé par la mise en place d'un point collectif. Alors, les critères pour mesurer l'isolement social, aujourd'hui, ces critères n'existent pas. Vous avez soit des questionnaires qui sont très psycho sur l'isolement social, mais pathologique. Et ce n'est pas vraiment dans ce sens-là qu'on l'a actionné. Nous, pour mesurer le risque d'isolement social, la même chose, je suis allée beaucoup lire pour identifier les personnes à risque. Donc, les personnes à risque, c'est je vis seule, par exemple. Je vis également dans un appartement plutôt qu'une maison avec jardin. Donc, du coup, isolement aussi physique, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir en période de confinement ou de manière difficile. J'ai des voisins avec qui je m'entends bien ou pas bien. C'est des éléments en fait très, très, très objectifs sur j'ai une pathologie, je vis seule et je vis dans quelles conditions. On est vraiment et dans quelles conditions physiques. C'est pour nous vraiment la base. On n'a pas voulu partir sur des éléments, on aurait pu, de fragilité sociale, qui là sont faits de manière très psycho. On n'a pas voulu partir là-dessus pour des raisons tout simplement de confidentialité et puis de respect de l'autre. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre, à mon sens, faut pas être trop intrusif. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aider ses collaborateurs, mais on n'est pas psychologue non plus. On ne peut pas non plus prendre cette responsabilité. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver des critères qui étaient tolérables pour une entreprise. Oui, c'est vrai que c'est… Oui, je t'en prie. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Du coup, les mesures qu'on a mis, c'est tous les jours, ils ont une newsletter. Émeric Espérance, qui est cofondateur de la société et qui est en charge de tout ce qui est marque employeur et engagement, fait une newsletter en fait avec des informations sur le coronavirus qu'on a vérifiées pour éviter effectivement que ça soit des fake news. Pour nous, c'était important. Et des informations sur la société. Donc, et tous les jours, il y a une newsletter sur une thématique différente. Ça permet de garder le lien et justement de montrer que c'est toujours inclusif. Ensuite, on a mis en place aussi un point collectif obligatoire tous les jeudis dans lequel, en fait, moi, je transmets de l'information sur comment va la société financièrement, comment on va tous, enfin, vraiment une vraie transparence sur comment ça va. Et la diffusion d'informations positives, c'est important de montrer que la société a continué à avancer, mais aussi plus difficile. Donc ça, c'est important. La transparence de l'info, vraiment, je le dis, c'est vraiment important. Cette semaine, on a mis en place 2 autres éléments qui sont un mini-jeu tous les mercredis, jour des enfants. Donc typiquement, aujourd'hui, le jeu, c'est de prendre en photo ces assiettes de nourriture entre midi et 2 et de faire un concours de la plus belle assiette, la plus belle composition, voilà, par exemple, et une permanence téléphonique. Parce que ça fait 3 semaines, 1 mois. Donc là, on peut avoir des personnes qui ne se sentent pas bien à cause du confinement, pas à cause de l'entreprise. Et donc, on a décidé de mettre en place une permanence téléphonique d'1 heure dans laquelle manager et cofondateur, on est joignable. Et en fait, les collaborateurs peuvent parler avec nous de ce qu'ils veulent. C'est très social, là, c'est très humain, mais c'est juste parler entre êtres humains, en fait. Et pas forcément entre manager et collaborateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste avoir la possibilité de dire à quelqu'un, ça ne va pas. Ça ne va pas, mes enfants, ils crient, je n'arrive pas à me concentrer, tu sais, je suis fatiguée en ce moment. C'est leur donner la possibilité d'exprimer ça, en fait. Voilà, et donc questionnaire, comme je vous disais, anonyme, c'est très important le côté anonyme envoyé de manière régulière. On ne le fait pas de chaque semaine parce qu'on s'est rendu compte que c'était trop. Toutes les 2 semaines, c'est bien pour vérifier que ça va. Voilà, ça c'est important. Donc voilà. Pardon. C'est vrai que du coup, vous qui êtes une boîte dans la e-santé, le fait justement de traiter l'information et que vous avez vérifié de la partager, je trouve que c'est une super initiative puisque c'est votre métier aussi, vous baignez dans cet écosystème-là. Donc
vous avez aussi cette légitimité. Et j'aimerais vous montrer, quand je parle de transparence d'infos, ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux montrer la première page, s'il te plaît, Bien sûr. du document? Donc, Lucine doit accompagner chacun et chacune d'entre vous dans cette crise sanitaire. Nos objectifs sont les suivants. 1. La continuité économique de la société. Alors, j'ai enlevé les infos confidentielles, vous m'en voulez pas. Mais du coup, on leur a dit ce que nous devions faire, cofondateurs, pour que la société continue d'avancer. Donc, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent nous aider, puis il y a des choses, très clairement, c'est entre nos mains. Mais on leur a dit. Et toutes les semaines, on leur dit où on en est de ces éléments. Je pense que ça, c'est très important. On pensait que ça allait créer quelque chose d'anxieux. C'est pas toujours agréable de dire, voilà, sur le cash, les gars, c'est un peu dur. Il faut qu'on demande des reports. Vous voyez, ça peut être anxiogène. Et en fait, ça a été tout l'inverse. Plus ils avaient d'informations, plus ils nous ont fait part, d'une notion de, je reprends une expression qui m'a été partagée, il y a un capitaine dans le bateau. Donc en fait, vous savez ce que vous faites et comment vous le faites. Et en fait, pour eux, je pense que c'est gage vraiment de sérénité quelque part. Le deuxième point, c'est que nous, on a voulu rappeler que notre deuxième objectif en tant qu'entreprise de la santé, c'est sauver des vies quand même. Nous sommes une entreprise de la santé et cherchons à accompagner des patients dans leur quotidien. Notre travail, donner l'exemple dans nos attitudes en respectant les consignes validées par les autorités médicales, confinement, limitation des interactions sociales, gestes barrières, téléphoner aux personnes les plus fragiles, proposer son aide. C'était important pour nous de le dire parce que c'est nos valeurs de société et on voulait montrer qu'on ne perdait pas ces valeurs en confinement, bien au contraire. Et puis ensuite, vous accompagner. Notre mission est de vous accompagner dans cette période exceptionnelle au maintien d'une activité passionnante avec des interactions sociales bienveillantes. Nous souhaitons aussi lutter préventivement contre l'isolement social. Et c'était pour nous important de montrer qu'au-delà de cette déclaration d'intention, il y avait des faits derrière pour pouvoir accompagner là-dessus. Voilà un petit peu les choses qu'on a mis en place. Je vous propose de passer aux questions. Je sais qu'il y avait des questions déjà préliminaires qui avaient été envoyées. Vraiment, allez-y sans langue de bois. L'objectif, c'est vraiment que je puisse vous apporter mon aide. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes. C'est vrai que c'est intéressant. Merci beaucoup en tout cas Marine et avoir ce document, enfin, honnêtement, je pense que ça dénote un travail qui est assez consistant et palpable. Donc déjà bravo pour ça. Moi, j'avais aussi une première question qui a été inspirée aussi d'une question d'un des participants, qui était en fait, voilà, effectivement, comment ne pas assurer que le télétravail n'interfère pas la vie professionnelle de vos employés? C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Alors, je vais me permettre de faire deux catégories. Honnêtement, il y a les parents et il y a les autres. Toutes les personnes qui ne sont pas parents, c'est parfois un peu difficile parce qu'il y a des colocs, parce qu'il y a les frères et sœurs, mais globalement, ça se passe bien. La grande difficulté, c'est sur les personnes qui sont parents, qui ont des enfants, où là, c'est très difficile. C'est très difficile en termes d'organisation, ça peut être épuisant. Ça dépend beaucoup de son conjoint ou de sa conjointe aussi, donc pas que de nous, ça qui est difficile en termes d'organisation. Et en fait, sur les 2 premières semaines, on a souhaité être dans une phase d'observation parce que ça représente 5 personnes sur la totalité de mon effectif. Donc, on n'a pas voulu faire une espèce de règle collective parce que c'était des cas particuliers au vu du nombre de collaborateurs qu'on a. Donc, on a d'abord voulu être dans une phase d'observation pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. On a identifié certaines problématiques. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à faire des propositions. Donc, typiquement, mais on ne veut pas que ce soit des propositions qui émanent de nous pour ne pas être trop intrusifs dans la vie personnelle. Donc, on a demandé aux collaborateurs qui nous ont remonté une difficulté là-dessus de nous faire des propositions d'organisation en fonction de leur poste et nous, en fait, qu'on ait à valider ou à challenger pour vérifier que ça colle et de pouvoir leur accorder. Donc, typiquement, on a un de nos collaborateurs qui nous a dit « Écoute, moi, sur la journée, j'arrive à m'organiser. Je te demanderais juste, j'aimerais pouvoir débaucher à 17h au lieu de 18 et donc potentiellement démarrer un peu plus tôt. Et la deuxième chose, c'est qu'entre 11h et 13h, pour permettre à ma conjointe de travailler, je voudrais pouvoir m'occuper de notre bébé. Donc, ne rien avoir entre 11h et 13h. Et typiquement, par rapport à son poste, ça colle. Donc, du coup, on l'a mis en place. Et on fait un peu du sur-mesure, très honnêtement, par rapport aux parents.
C'est vrai que moi-même, hein, je le vois d'ailleurs, vous avez peut-être entendu 2-3 cris derrière moi, mais effectivement, c'est vrai que c'est assez complexe et je pense qu'il faut vraiment être synchronisé avec la compagne. Après, au-delà de 2 enfants, c'est vrai que c'est comme tu dis, ça peut être épuisant et Tout à il y a fait, une vraie charge mentale en fait, hein, tu en tout à fait. parlais aussi, hein, quand la première fois que tu me racontais un petit peu comment tu avais passé la boîte en remote et ben, toi-même, tu me disais cette charge mentale assez pesante et difficile à gérer au 1er jour, quoi. Tout à fait, tout à Il y a fait, tout à aussi fait. un point qui est alors, j'ai bien noté du coup que vous faisiez des réunions régulières en visioconférence, donc voilà, des réunions d'équipe. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des réunions, type des ateliers de brainstorming? C'est-à-dire de passer un petit peu le niveau au-dessus en termes de télétravail et de se dire: «OK, bon, le télétravail, on sait faire, maintenant on va essayer de produire davantage, en ligne à distance». Quel est votre Euh, niveau et je suis pas tout à fait convaincue en fait par le fait que ça soit possible de faire pareil. C'est-à-dire, moi, j'ai une vision. Alors après, juste pour vous dire, une de mes premières formations, c'est anthropologue. Et je considère que le télétravail, la position qu'on doit prendre, c'est pas reproduire ce qui se passe en physique parce que c'est par nature pas possible. Je pense qu'il faut qu'on ait une posture de dire, en fait, c'est différent. Donc, je parlerai pas de brainstorming pour éviter en fait qu'on cale la notion de brainstorming comme on peut l'avoir en physique. Je parlerai de réunions collectives faites sous un format numérique qui du coup va donner des interactions différentes, va donner des réflexions différentes et va donner des rendus différents. Et aujourd'hui, juste pour vous indiquer, nous, on a des scientifiques chez nous. Et par exemple, ça, c'est une question difficile parce qu'en réalité, on le vit en même temps. On n'a pas le recul en fait. C'est-à-dire qu'on crée effectivement des réunions pour avancer, réunions qui arrivent à répondre à notre besoin. Parfois ça marche pas, parfois ça marche. Et on a décidé du coup, vu qu'on a des sociologues et des anthropologues et des psychologues dans notre société, et ben vu qu'on pense qu'il y a encore un mois de confinement, de faire des observations et des entretiens en fait, d'analyser ce qui se passe en télétravail chez nous, d'analyser comment aussi le confinement va remettre certaines choses en cause, hein, très clairement pour après, et ça en fait partie. Et du coup, d'avoir une véritable analyse de ce qui est en train de se passer en temps réel, mais de manière très méthodologique, pour nous permettre, après le confinement, non pas d'avoir un débat d'idées, je veux plus de télétravail, je veux qu'on fasse les réunions de cette manière-là, ça a bien marché, mais qu'on ait de véritables observations et de véritables analyses sur ce que nous pouvons garder de cette expérience, ce que nous devons nous questionner de cette expérience et ce que nous devons absolument changer ou ne pas inclure de cette expérience. Et typiquement, la question que tu viens poser en fait partie. Et pour l'instant, le seul niveau d'analyse que j'ai, c'est ce que je viens de te dire. On ne peut pas transposer ce qui se passe en physique, ce qui se passe en TT. Il faut admettre qu'on aura des résultats et des interactions qui seront forcément de nature différente. Voilà, pour l'instant, j'en suis à là. Dans mon ouais, mais analyse, c'est ce qu'on a fait. c'est dans une phase exploratoire, mais c'est intéressant puisque, enfin, je partage aussi avec notre expérience côté Emera. On est aussi dans cette phase-là où justement, on apprend à bosser ensemble et faire des choses différentes, enfin, sous un angle différent. Et je trouve qu'il y a quelque chose que tu fais qui est assez intéressant, c'est de rephraser, de pas effectivement appeler l'atelier de brainstorming, mais de dire voilà, une atelier collectif à distance. C'est tout bête en fait, ça pourrait paraître futile, mais en fait, c'est vrai qu'il faut utiliser d'autres mots, je pense, que les mots existants. Tout à fait. Et dans les réunions spécifiquement aussi, on a appris à être un petit peu plus organisé aussi. C'est-à-dire, maintenant, depuis une semaine à peu près, on commence chaque réunion, enfin en tout cas pour ma part, je commence chaque réunion en rappelant des règles. Je vous rappelle que nous sommes en visio, donc il faut s'écouter les uns les autres. Donc on fait un temps de pause avant de reprendre la parole pour être sûr que l'autre a fini. On ne fait pas d'interprétation. Si l'autre dit quelque chose ou dit quelque chose, on n'a pas une interprétation négative. On n'est pas en train de vous agresser. On ne fait pas d'interprétation. On pose des questions. Et en fait, à chaque fois, alors il y en a plein de règles en fait, hein, mais sur chaque réunion, en fonction du sujet, je sélectionne 3 règles de vie que je rappelle. Ça, c'est toujours mon début. Ensuite, je rappelle les objectifs de la réunion et je rappelle le timing.
phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Je time en fait la réunion voilà, pour donner une espèce de dynamique. Oui, exactement, comme une espèce de charte de bon comportement, mais sans la rédaction, tu vois, pour que ça soit moins scolaire, entre guillemets. Et donc, plus dans, bon, bah, sur ce sujet-là, je pense qu'il est bien de faire attention à ces 3 points. Vous êtes tous d'accord avec ces règles? Voilà, c'est juste rappeler quelques bons comportements, effectivement, à avoir. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Et on s'est rendu compte qu'au départ, on ne le faisait pas. Et du coup, ça partait dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Et que depuis qu'on le fait, on est beaucoup plus efficace et il y a beaucoup plus de sérénité dans les échanges. Donc ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on fait attention sur les visioconférences et les coups de téléphone. Donc on fait vraiment, vraiment attention. Et moi, ce que je remarque, mais même chose, je vais l'explorer ça pour l'étayer par des faits, là c'est très intuitif. Je pense que nous pouvons retirer de cette expérience 2 choses importantes. La première, c'est une amélioration de la qualité de l'écoute de l'autre. En fait, vous connaissez les principes de base du comportement humain. Lorsque vous communiquez une information, 80% c'est du non-verbal, 15% c'est du paraverbal, c'est-à-dire votre ton de voix, et 5% c'est du verbal. Et on a souvent une position dans les échanges qui est assez naturelle, qui est on attend son tour pour parler en fait. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas l'autre de manière attentive, on attend son tour et en fait on n'est pas vraiment dans l'attention. Et je pense que cette expérience peut nous apprendre à être beaucoup plus dans une écoute de l'autre, premièrement. La deuxième chose, c'est que ça peut nous apprendre aussi à être plus efficace dans la manière de parler, à être moins verbeux, moins dans le blabla, à faire attention aux mots que j'utilise pour ne pas blesser l'autre. Je pense que l'empathie, en fait, vers l'autre dans l'entreprise peut, grâce à ce confinement, se bonifier. En fait, on peut en retirer quelque chose d'assez pragmatique, vous voyez, parce que quand on dit parler à l'autre avec bienveillance, ça ne veut rien dire. Enfin, franchement, personne ne sait ce que ça veut dire et on a tous une vision de la bienveillance très différente. Je pense que là, ça peut nous permettre d'aller chercher des choses très pragmatiques, très simples et qu'on aura expérimenté sur ces dernières semaines. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est très intuitif. Hein. L'étude qu'on va enclencher dans l'entreprise va nous permettre d'être plus factuels sur ces thématiques, mais je pense que ce sont des choses sur lesquelles, effectivement, on va pouvoir amener des bonnes pratiques pour après. Oui, c'est les bienfaits, ça fait partie des bienfaits en fait du confinement, effectivement. Il y avait également aussi une question qui était comment entretenir sa culture d'entreprise et la cohésion interne avec une équipe dispersée géographiquement. Mais bon, en fait, au final, tout ce que tu viens de nous montrer, c'est un peu une traduction de la culture d'entreprise. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Les newsletters, appeler les gens, être transparent, faire des points réguliers, tout ça participe en fait à la. Je vais vous dire, je pense que l'entreprise, dans son image et dans sa traduction en termes de valeur et d'image d'entreprise, auprès des collaborateurs, a rarement été aussi forte que depuis le confinement. Et pourquoi elle a rarement été aussi forte? C'est qu'on est obligé d'y réfléchir et de prendre le temps de mettre des actions en place, en fait. Alors que quand on a un local, c'est un peu la simplicité. C'est bon, on se voit, il y a un lieu, il y a les logos partout. Ça va, ça se fait naturellement. Et c'est là où on percute que ça ne se fait pas du tout naturellement. Et que en confinement, en réalité, on est obligé de se poser ces questions et de faire des actions. Et donc, forcément, je pense qu'aujourd'hui, on est meilleur, en fait, sur ça, en réalité. oui, c'est vrai, je regardais une émission avec justement un psychologue français qui parlait un petit peu, qui disait que, en fait, au final, vu que tout le monde, que les personnes dépressives vont mieux, parce que comme on est tous en fait un peu dans le même bateau, dans cette crise, il y a une certaine cohésion qui se fait. On est tous enfin, voilà, dans la mouise et tous bloqués à la maison un peu. Donc, il y a ce côté, voilà, j'appartiens à un groupe. Tout à fait. Euh, Est-ce que de ton côté, tu as d'autres questions ou est-ce que les participants ont d'autres questions? Alors écoute, j'ai encore quelques questions qui étaient préposées, mais ce que je peux proposer, c'est qu'on peut peut-être donner la parole à une ou deux personnes qui veulent peut-être partager leur expérience ou dire un mot. Enfin voilà, ça peut être assez court.
voilà, Ouais. si c'est le cas, n'hésitez pas à faire signe sur le chat, justement. Voilà, moi, on vous donne la parole avec plaisir. Zoom permet justement de donner ponctuellement la parole. Et peut-être en attendant que certaines personnes se manifestent, moi j'avais aussi une question qui nous a été posée par un de nos coworkers d'ailleurs, vis-à-vis de la sécurité des données sensibles à distance. Donc le volet sécurité. Bon voilà. Euh, ben, j'avoue que nous, on avait l'infrastructure dès le départ en physique, en fait. En physique, on avait une infrastructure déjà très, très sécurisée avec enfin, voilà, des zones de stockage, des zones de stockage sur des serveurs protégés, sécurisés, français, dans lesquels tu as besoin d'un VPN donc, qui permet de protéger le réseau pour pouvoir y participer, où tu as ton code, etc. Donc, en fait, on n'a pas eu trop de difficultés sur ce sujet-là parce que l'entreprise étant déjà naturellement structurée pour protéger ses données sensibles, le passage au télétravail était assez simple quelque part parce que déjà tout le monde ne travaillait plus en local sur son PC, tout le monde travaillait directement sur les outils qu'on a mis en place. Il y a des règles qui sont aujourd'hui bien intégrées de ne pas envoyer les documents par mail, de travailler sur les documents directement sur la plateforme et pas sur son ordi. Donc au final, sur le traitement des données sensibles, c'était plutôt bien géré. Même au niveau des développeurs, c'est déjà le cas. Et puis, par contre, effectivement, on avait la difficulté de, ouais, mais si j'ai ma femme, mon mari ou mon enfant qui passe derrière moi, qui voit une donnée peut-être personnelle, par exemple, de santé, comme on fait, eh bien, effectivement, sur cet aspect-là, de manière prioritaire, on a là aussi fait le travail d'anonymiser tout et du coup, plus personne ne peut travailler sur des données sensibles en fait sans qu'elles ont été protégées. Toutes les données sensibles qui sont stockées et qui ne sont pas suffisamment protégées, personne n'y a accès en fait. C'est très simple. Personne n'y a accès et ça, ils y auront accès de nouveau quand ils seront en physique dans la société. Voilà. Donc, on l'a fait de cette manière-là, de manière assez naturelle en fait. Ok, ouais, effectivement, vous étiez déjà aussi préparé, j'imagine. Il y a un retour de Jean-Philippe qui dit pas de questions particulières, mais juste bravo pour ces actions et cette vision. Moi, il y avait également Merci. aussi un autre sujet, c'est qu'en fait, toutes les. Allô? Oui, oui, on t'entend. Ouais, ok, ouais, j'ai plus de batterie sur mes petites oreillettes, donc je vais continuer avec l'ordinateur. Toutes les actions en fait que vous avez pris, toutes les actions que vous avez faites, vous avez fait ça entièrement l'équipe des fondateurs. Est-ce que vous aujourd'hui vous avez une personne qui est en charge des ressources humaines dans la société ou Alors, sur quel tout a été son ce qu'on rôle en vient fait? de vous dire là, ça a été clairement impulsé par les cofondateurs, mais réalisé en collaboration avec le COMEX, donc qui est constitué effectivement d'une RH et de 3 managers. On est assez collégial dans la fabrication des éléments et effectivement avec notre responsable aussi informatique. Donc, du coup, on l'a fait de manière collective. C'est impulsé et géré par les cofondateurs, mais la construction des décisions a été réalisée collectivement avec le noyau dur un peu de décision de l'entreprise. Ok, c'était très clair. Et il y avait aussi il y avait un point que tu évoquais dans ton abstract quand justement on discutait pour préparer cet échange, qui était ta relation avec les partenaires, aussi les clients. Tout Alors à c'est fait. moins télétravail, mais quand même ça les impacte, j'imagine. Oui, ça les impacte et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup de chance, une chance travaillée, mais c'est une chance. On a mis du temps sur nos 3 premières années à trouver nos partenaires, que ce soit comptable, bancaire ou ce que vous voulez. On a toujours été assez, pas dur, mais on est très rigoureux dans nos attentes depuis le début. Et aujourd'hui, on est très content parce que les partenaires avec qui on travaille sont des vrais partenaires. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui s'est défaussé, que ce soit nos avocats, que ce soit nos comptables, que ce soit nos banques. Tout le monde est derrière l'entreprise. Tout le monde fait son travail. Et c'est extrêmement satisfaisant. Voilà. C'est très satisfaisant et c'est là aussi un apprentissage. C'est-à-dire que c'est un moyen aussi de voir si nos partenaires sont derrière nous. Mais c'est un travail de longue haleine et je sais qu'Émeric est spectateur de ce webinaire et
très clairement Émeric Espérance, qui est l'un des cofondateurs de la société, qui est en charge de la sélection et de la construction d'un partenariat avec nos partenaires, a fait un travail fantastique qui aujourd'hui est payant pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien nos partenaires pour nous, parce qu'en réalité, du coup, on a une relation qui est satisfaisante et sereine dans une période qui ne l'est pas et qui est tendue pour tout le monde. Donc, c'est extrêmement appréciable, mais c'est un travail de long terme. Ça, ce n'est pas au moment du confinement que ça se crée. C'est au moment du choix et c'est un travail de long terme que de créer des relations de confiance, des relations construites, factuelles avec des partenaires qui vont du coup pouvoir vous aider en période difficile. Et aujourd'hui, franchement, ils ont tous joué le jeu. Et donc, je dis à la fois chapeau bas à Émeric et en même temps chapeau bas à tous nos partenaires qui ont fait un travail formidable. Voilà. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est dans des moments de crise qu'on voit les vrais partenaires ou les personnes qui se révèlent. En fait, c'est assez unique. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai pas vécu de crise similaire. Enfin, bon, après, voilà, pour l'instant, on en voit assez peu les effets, même si côté santé, on voit que les chiffres augmentent. Mais bon, voilà, c'est vrai que comment bonifier un petit peu cette période. Et je crois qu'il est important de préciser qu'il y a deux mondes aujourd'hui. Et je sais que Emera aide sur les deux mondes, et je pense que c'est important de le dire. Dans cette crise sanitaire, pour moi, il y a deux mondes. Il y a le monde des startups qui s'en sort plutôt bien, mais plutôt bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comment dire, on est habitué à une certaine agilité. On est habitué à la merde, pardon de le dire comme ça, mais on est habitué à ne pas avoir de trésor le mois suivant, à devoir bouger notre modèle économique parce que c'est compliqué, on n'a pas trouvé notre marché. C'est un peu dans notre ADN en fait. La crise chez nous, dans notre ADN, c'est du quotidien. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle sur ce monde-là, je pense que c'est moins impactant. Et la deuxième, c'est que les outils de financement de cette crise aussi sont très bien élaborés pour nous, que ce soit les autorisations de prêts bancaires, que ce soit la BPI dans la posture qu'elle peut avoir sur les différents prêts rebonds, etc. Honnêtement, que ça soit ce qu'a pu mettre en place la French Tech, il y a vraiment des outils qui ont été créés pour le numérique, en fait, pour les startups, pas que le numérique d'ailleurs, on va dire les entreprises innovantes du territoire, et la région y a contribué bien sûr, pour créer ça. Mais il y a une autre partie de la population pour moi aujourd'hui qui doit se poser beaucoup de questions et pour qui ça doit être très compliqué. Ce sont les entreprises plus traditionnelles, qui ne sont pas dans le numérique, qui du coup n'ont pas accès à ces outils Teams, etc., de manière hyper native comme nous, qui se posent beaucoup de questions sur comment effectivement structurer cette société, qui n'ont pas cette adaptabilité, ou moins en tout cas parce que c'est moins dans leur ADN, et qui ont moins cette habitude d'aller vers les acteurs locaux que nous on connaît parce qu'on les voit tous les 3 mois pour pouvoir financer leur société. Et je pense, si je puis me permettre de lancer un appel aujourd'hui, je pense que c'est notre responsabilité à chacun et chacune de commencer à aller vers cet autre monde qui sont les entreprises PME, TPE, maillage du territoire local, qui ne sont pas natifs comme nous sur la notion de start-up. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter, que ça puisse être aidé sur un outil, que ça puisse être, tiens, tu sais, il y a plein de choses qui existent, mais pas sur un format numérique, parce qu'ils ne vont pas forcément être connectés au même réseau que nous. Je pense qu'on a un vrai devoir d'accompagner aussi ces entreprises-là. Je sais qu'Emera essaie de le faire en collaboration avec la mairie de Bordeaux. Je tiens à le souligner parce que nous, ça ne va pas si mal, je pense. Voilà, ça c'est ce que je pense. Je pense qu'on s'en sort pas si mal pour toutes les raisons que je viens de dire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous aller chercher la main de l'autre, et les TPE et PME d'une entreprise en bâtiment, d'un plombier qui ne peut plus aller sur le travail, je pense qu'on a des choses sur lesquelles on peut aider et faire la différence. Voilà, je voulais juste lancer un petit appel là-dessus. Non, mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, le maintien de la chaîne économique dans la mesure du possible. Et effectivement, certaines entreprises se retrouvent un peu dans l'impasse et c'est effectivement là où ça devient complexe. Tout à fait. Est-ce que peut-être, voilà, il n'y a pas de questions supplémentaires, mais peut-être est-ce que tu aurais des ressources, des articles que tu as lus, des vidéos à partager que toi tu regardes au quotidien, en qui tu fais confiance, que tu as envie de partager aussi Il y a ce petit document-là. Moi, je peux également, si ça vous intéresse, vous faire parvenir le sondage. Comment mon sondage il est structuré avec les questions que je pose. Ça vous permet, ça peut peut-être être inspirant pour vous. Et puis ensuite, sur les différents articles,
Il faut que je les recherche et je vous avoue que j'ai pas trop le temps. Je suis désolée sur les articles que j'ai pu lire. Mais par contre, tout ce que j'ai produit en interne, ça, je peux vous le partager, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai produit en interne, je sais où c'est dans un dossier box. C'est facile pour moi d'aller chercher tout ça, mais j'avoue que là, j'ai pas été très structurée dans mon historisation. J'ai lu beaucoup de trucs, mais j'ai rien historisé ou gardé de ce que j'ai lu, quoi. Je suis vraiment désolée. Non, mais voilà, si je me dis de temps en temps, voilà, des choses à partager. D'ailleurs, je lance un appel aussi aux participants. Si vous avez vu des choses sur sur la thématique du télétravail ou voilà, comment bien travailler ensemble à distance et retour d'expérience, n'hésitez pas à partager, c'est toujours intéressant. Je pense qu'on a fait le tour, Marine. Je ne sais pas si tu avais un petit mot pour la fin, peut-être. Pour la fin, c'est de vous dire, j'aurai 3 messages. Ouais. Le premier message, donc tu m'as dit qu'effectivement une grande majorité était soit commerciale, soit dans la direction. Faites attention à vous. Je pense que c'est important en termes de charge mentale. C'est bien que vous vous intéressez à comment faire pour aider vos équipes, mais ne vous oubliez pas vous. Je pense que ça, c'est très, très important. Ne vous oubliez pas vous. Prenez soin de vous en tant que direction, prenez soin de vous en tant que manager. Si vous vous cramez, votre équipe, vous n'allez pas pouvoir l'aider. Alors, on vous le dit très souvent quand il s'agit, comment dire, du quotidien d'une entreprise, mais je pense que c'est encore plus vrai en confinement. Donc, faites attention à vous. Ça, c'est le premier peut-être conseil qui me semble important de partager. Le deuxième aussi, je sais que ça peut être difficile à entendre, mais moi, je me le répète souvent, ce n'est que du travail. Voilà. Je sais qu'on se bat tous pour que notre entreprise demeure. On se bat tous pour payer les salaires de nos collaborateurs. Je pense qu'il est important de relativiser. Ce qui compte, c'est qu'on n'est pas sur un respirateur en train de crever. Voilà, je suis désolée, c'est un peu cash, mais la santé et votre famille et les gens qui vous sont proches, c'est la première chose qui est la plus importante. Ensuite, c'est le travail. Donc, je vois bien sous quel angle votre entreprise est principalement impactée, la gestion de l'activité. J'entends que tout ça est compliqué, mais ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit quand c'est compliqué, c'est que c'est moins grave que de perdre la vie ou de perdre un proche. Je pense que c'est très important de relativiser dans ces moments-là. Et le dernier élément, du coup, c'est une demande que moi j'ai à vous faire. Comme je vous disais, je vais analyser ce qui se passe pendant ce confinement. On va en faire un livre blanc qu'on vous partagera au mois de juin-juillet pour les entreprises qui le souhaitent sur qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette crise sanitaire et qu'est-ce qu'on peut intégrer dans nos entreprises pour nous améliorer de manière très concrète sur plein de choses, hein, la rentabilité, la productivité, l'aspect émotionnel. On va vraiment aller chercher plein de thématiques. Et j'aurai donc besoin de vous parce que je souhaiterais pouvoir vous partager des questionnaires sur cette période de confinement et ou réaliser des entretiens avec vous si vous en êtes d'accord. Et si du coup vous en êtes d'accord, je vous propose de vous rapprocher, si Alex est d'accord, d'Alexandre pour qu'il puisse récupérer vos mails. Mais je vais avoir besoin de vous parce que l'expérience qu'on vit chez Lucine, c'est une chose, mais mon objectif, c'est d'ouvrir aussi sur l'expérience des autres. Pour avoir un livre blanc, du coup, qui soit un vrai livre blanc de bonnes pratiques, qui soit assez transversal, quel que soit effectivement l'univers dans lequel on navigue. Donc, j'espère que vous accepterez de m'aider. Ouais, bah, écoute, en tout cas, tu fais bien lancer cet appel. Effectivement, n'hésitez pas à m'écrire justement pour participer un petit peu à la constitution de ce livre blanc. D'autant plus que dans l'audience, voilà, on a une autre start-up qui est là parmi nous, qui est Helloasso, donc qui est représentée par Claire, qui nous a d'ailleurs suggéré des articles de Welcome to the Jungle. Il y a également Rémi de Pichet aussi, qui dit eh bien, avec plaisir. Donc, voilà, de l'équipe innovation de Pichet. Donc, voilà, écoute, a priori, c'est un it's a yes. Ça marche. Bon. Eh ben, super. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup à tous les participants, à tous nos auditeurs. Hein. On est sur une radio en ligne. Et puis, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. Le live tout l'enregistrement sera mis en ligne sur notre page Facebook et diffusé demain dans vos boîtes mail. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marine. À très bientôt. Bon appétit à tout le monde. À plus. Merci. Salut. Merci beaucoup. À plus.